Bonsoir à tous et bienvenue chez vous où se tient bien évidemment le grand rendez-vous. Ce soir, ils sont trois à répondre à notre invitation. Un biotechnologiste, un artisan et bien sûr un défenseur de l'environnement. Retrouvons-les juste derrière la météo que voici. C'est le grand rendez-vous et cette édition célèbre comme le monde entier la Journée mondiale de l'environnement. Une célébration axée sur la lutte contre la pollution plastique. On parle bien évidemment de l'impact de cette pollution sur les espèces aquatiques. Et parlant d'espèces aquatiques, Nature et Bien-être va revenir sur les résultats du drame du lac Toho, des résultats qui ne font pas l'unanimité. Suivez tout à l'heure l'analyse d'un biotechnologiste. Les maçons, eux, reviennent sur ce grand rendez-vous pour donc présenter les défis majeurs de leur corporation pour leur développement. Un grand rendez-vous sur Autant savoir donc. Et vous aurez également à 19h45 le journal qui nous sera présenté bien sûr par Estelle Pazou, déjà en place pour les titres. Bonsoir Estelle. Bonsoir Assioum. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45, mais avant, dites-nous le menu principal de cette édition du 19h45. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Cette année, les actions sont dirigées vers la lutte contre les sachets plastiques, véritable danger pour la sauvegarde de la nature. Plus la peine de cacher son identité sur les réseaux sociaux. À l'ère des technologies de l'information et de la communication, votre appareil suffit pour vous identifier. Et puis, les rollers béninois se préparent activement pour les prochains Jeux olympiques. C'est à travers les compétitions Challenge Skating Open qu'ils organisent 2 fois par semaine. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour les titres. Retour en plateau. On ouvre bien sûr les plateaux par Nature et Bien-être. Nature et Bien-être, nous revenons bien sûr sur les résultats du drame sur le lac Toho, les résultats qui ne font pas l'unanimité, l'analyse d'un biotechnologiste juste derrière ce reportage. Les poissons morts sortis du lac Toho n'ont pas trouvé d'acheteurs. Et là, je salue les consommateurs, je les remercie, parce que les consommateurs ont compris le danger, ils ne veulent pas acheter les poissons. Les bonnes dames ont dit qu'elles n'arrivent pas à vendre, elles n'achètent pas. Donc, on ne peut pas aller chercher. Avec cette situation, la réticence des consommateurs, ça a mis tout le monde au pas. Dès que nous avons appris que les poissons
sont en train d'être acheminés vers Dogbo. Nous avons alerté notre collègue qui est dans le Koufo, la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Koufo, qui a dépêché, qui a envoyé ses collaborateurs sur le terrain. La direction départementale de la police républicaine a été saisie, du Koufo a été saisie, ils ont dépêché les gens de telle façon que ça a été arrêté. Au niveau d'Atiémé, on a arrêté des stocks là aussi, on les a retournés. Dans les centres de santé et hôpitaux environnants, aucun cas de maladie suite à la consommation de ces poissons n'a été enregistré. Peut-être que ça peut évoluer dans le temps. On n'a pas de signes aigus. Pour le moment, des signes cliniques aigus, mais ça peut évoluer dans le temps. 1 an, 2 ans, on ne sait pas encore. Jusque-là, on n'a rien eu pour le moment. Peut-être que chez l'homme, ça a des effets très lents. C'est possible que ça ait des effets très lents chez l'homme. C'est pourquoi on dit à la population, il ne faut pas manger. Attendez un peu la suite des résultats du laboratoire par rapport à ces produits. À la survenue du drame, plusieurs informations ont nourri les réseaux sociaux. Des rumeurs montées de toutes pièces selon les autorités compétentes. Tout ce qui a comme vie dans l'eau, c'est ça qui est touché. Ce qu'on dit que c'est les carpes seulement, c'est faux. Nous nous insurgeons contre ça, c'est faux. Ce que nous avons évalué, c'est ça aussi la difficulté. Nous avons évalué ce qui est perdu sur la ferme. Mais au niveau des paysans, ce qui est pêché, on n'a pas pu. Il y a eu un débat la dernière fois où on disait que c'est des bassins, il a déversé. Non, c'est là, dans ce périmètre-là, sur le lac, qu'il a implanté les cages avec ces filets-là que nous avons sortis aujourd'hui. Donc c'est quand le vent a balayé le produit toxique, ça l'a envoyé dans cette partie, dans ces cages. C'est là où les poissons sont. Nous avons enlevé ces poissons qu'on a incinérés. On peut vous amener sur le site d'incinération aussi tout à l'heure, vous allez voir, pour montrer que ce n'est pas sur le site du propriétaire, du fermier, qu'on a fait l'incinération, ni proche du lac. Une fois sur les lieux d'incinération, loin de la ferme d'environ 800 mètres, rien à s'y enlever. C'est une incinération faite dans les règles de l'art. Nous sommes sur le site, c'est bien compacté, tout est fait avec technicité. Il ne peut pas avoir de fouilles après pour prendre quoi que ce soit ici. C'est éloigné du lac, il n'y a pas de risque de pollution. La dimension de la fosse est 3 sur 1,5. Ce que nous avons pris, c'est ce que nous avons vu chez M. Olivier Zaga, c'est à peu près 8 tonnes de poissons. 8 tonnes de poissons. Mais quand on les a mis à l'air libre, sous le soleil, et que pendant 5 jours avant qu'on incinère, nous sommes retrouvés à 1,7 tonne. Il y a l'évaporation. Vous avez vu, il y a d'autres poissons qui sont restés encore en large, on n'a pas pu les prendre. Des mesures urgentes sont prises pour prévenir des impacts sanitaires. Voilà, on revient en plateau pour parler de cette situation sur le lac Toro, des résultats annoncés déjà et qui ne font vraiment pas l'unanimité. On va recueillir l'avis de biotechnologiste, M. Ernest Baguidi, qui a répondu à notre présence, à notre invitation. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Toujours un plaisir pour nous d'être avec vous. Voilà, et quand ça parle vraiment développement et quand ça a trait aussi à votre profil, vous êtes toujours là. Merci beaucoup déjà. C'est moi. Alors, bonsoir, heureuse d'annoncer. Bonsoir, Sim Daba. Vous êtes revenu tout droit de Atiémé, c'est ça, hein, de lac Toro. Oui, sans consommer des poissons, parce que c'est interdit. Vous n'avez pas pu consommer. Non, moi je n'en ai pas consommé. J'ai compris. Alors, nous parlons de ces résultats, les résultats issus bien sûr de l'analyse le laboratoire central, bien sûr. Il paraît que ces résultats ne sont pas acceptés de tous. Eh oui, tout à fait. Bon, on n'a pas présenté ces résultats ici parce que c'est aujourd'hui, comme on le dit, un secret de polichinelle. Tout le monde connaît aujourd'hui ces résultats. Ça fait jaser, comme on peut le dire, à travers les réseaux sociaux et tout. Mais nous, on a préféré présenter ce qu'on a eu à constater sur le terrain à notre invité et aux populations. Voilà un peu, M. Ernest Baguidi, ce qui a été dit.
on n'a pas encore constaté de cas de maladie pour le directeur de la santé, départemental de la santé du Mono. Peut-être que ce que l'huile qualifie de poison a un effet lent sur l'être humain. Mais selon les résultats, c'est carrément, les résultats parlent d'un effet naturel, d'une situation naturelle qui s'est produite. Oui, souhaitons simplement qu'il en soit ainsi. Vous savez, on est dans une situation un peu compliquée, il faut le reconnaître. Mais il faut quand même rassurer les populations, il ne faut pas alerter, il ne faut pas aller dans tous les sens. Moi, je dois vous dire que c'était déjà la procédure en amont qui était un peu biaisée. En de pareilles circonstances, ce qu'on nous a recommandé dans le système classique, c'est de mettre en place rapidement un comité de crise. Dans ce comité de crise, il y a tous les experts au niveau de l'environnement, les chercheurs, les universitaires, les biologistes, d'accord? Et ce comité commence par réussir à évaluer la crise, mettre en place une procédure de résolution. On commet un laboratoire en urgence qui va faire les prélèvements dans les conditions les plus récentes. Et le labo continue son expertise. Pendant ce temps, la réflexion continue au niveau du comité. Même la police, parce que ce qui s'est passé peut avoir sa source qui soit aussi criminel. Voilà, je ne vous arrête pas lorsque je vais peut-être vous dire que le préfet du Mono et le premier adjoint au maire de la commune d'Atiémé, eux, ils ont soupçonné quand même des mains invisibles. Pour eux, lors de l'incinération, il y a eu des jeunes de la localité qui disaient un an encore, un an après, à 7 heures précisément, vous allez revenir pour incinérer des choses. Voilà. Donc, en principe, même la police criminelle doit être dans le comité. On envoie une mission d'enquête pour écouter les gens dans la communauté. Qu'est-ce qu'il y a pour collecter des informations? En principe, le directeur du laboratoire ne devrait pas apparaître. Et ce n'est même pas à lui de communiquer. C'est peut-être le ministre de l'Agriculture ou bien son secrétaire général ou bien le DC qui serait le président de ce comité de crise qui va apporter chaque fois l'information à la population. Donc, le labo est dans l'artisanat. Le labo est le fétiche en ce moment. Il finit son expertise qui renvoie au comité. Le comité, compte tenu des réponses envoyées, des résultats envoyés, va redimensionner sa procédure et va orienter maintenant l'investigation dans un autre sens. Pendant ce temps, on prend des mesures conservatoires comme on l'a fait, il faut incinérer, en prélevant une partie qui doit être conservée, on empêche les populations de consommer un certain nombre de dispositions pour rassurer, pour éviter le pire. Et le comité réoriente encore ses analyses ailleurs. Est-ce qu'il faut, si c'est des sources criminelles, il y a là, la police instruite pour descendre sur le terrain. Maintenant, les chercheurs, il peut y avoir d'autres laboratoires de chimie qui pourront faire la contre-expertise. Aujourd'hui, ce que les populations disent, bon, elles ont peut-être raison, mais il est difficile de douter comme ça, sans en avoir les preuves, de l'évaluation d'un laboratoire qui a une reconnaissance internationale. Voilà. Donc, la seule chose qu'on pourrait opposer à ce labo, est-ce qu'il est certifié, est-ce qu'il est accrédité? Mais il est. Laboratoire central oui, donc de sécurité sanitaire des aliments. Et les deux unités qui sont utilisées, en tout cas la physico-chimie, est certifiée. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas qualifiés. Voilà. Maintenant, ceux qui parlent, je veux parler, parce que le sujet me semble un peu politisé, alors que ça ne doit pas être ça. Voilà. Ça ne doit pas être ça, tout sauf la politisation. Maintenant, si les gens veulent prendre cet élément-là comme un élément politique, pendant que le ministère serait en train de faire le prélèvement, eux-mêmes, ils envoient leur équipe pour faire la contre-expertise. Dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, ils nous auraient aidés. Mais quand on doute, on met du doute sur les résultats sans en apporter une autre contre-expertise, vous voyez, ça sème la confusion dans la tête. Moi, je peine pour le directeur du laboratoire qui est ce fétiche-là, qui ne devrait pas sortir pour parler. Mais qui est sorti. Qui est malheureusement sorti. Mais on a vu des publications sur des réseaux sociaux où certains chercheurs... J'ai vu le certificat d'analyse même qui était sur les réseaux sociaux. Donc, en l'état, on ne devrait pas publier. Je ne dis pas de cacher. Je dis le comité, puisque les populations, ce n'est pas le résultat qui les importe. Ce n'est pas le résultat provisoire qui les intéresse, qu'on leur dise ce qui s'est réellement passé. Mais aujourd'hui... On a juste écarté on a une hypothèse. Maintenant, bon, quelle est la seconde partie qui est en train d'être explorée? On n'en sait rien. C'est pourquoi il dit, si on mettait en place cette procédure de résolution,
C'est-à-dire le comité continue de travailler, d'accord? Et quand ils vont sortir, le jour ils vont sortir pour dire, voilà la réponse, tout le monde doit pouvoir en être convaincu. Alors, est-ce que ce n'est pas déjà tard d'installer maintenant un comité? Ce n'est pas tard, c'est toujours possible. C'est toujours d'actualité. C'est vrai que des informations ont échappé, c'est toujours d'actualité, parce que le dossier n'est pas bouclé. Le dossier n'est pas bouclé parce qu'on ne nous a pas dit à la date d'aujourd'hui, voilà ce qui est à la base de ça. Mais on doit pouvoir le dire. On a émis des hypothèses. Ça peut durer autant pour qu'on sorte les résultats. Voilà, parce que les résultats déjà ont pris du temps pour sortir. Non, est-ce que les résultats ont pris du temps? Non, vous savez, c'est pourquoi je vous dis, on est dans un domaine un peu complexe. Mais est-ce que notre laboratoire est vraiment qualifié à le plateau technique qu'il faut pour analyser pour faire ces analyses aussi? Un laboratoire qui a la reconnaissance, en tout cas, le seul indicateur aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Oui, mais ça dépend de quelle qualité des indicateurs, ce qu'on leur a reconnu. Voilà. Oui, justement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont allés rechercher? Est-ce qu'ils ont l'équipement requis pour aller rechercher ces molécules? C'est de cela qu'il s'agit. C'est en cela, moi, je dis, on aurait pu envoyer le prélèvement dans un autre laboratoire, peut-être à l'extérieur, plus accrédité. Mais il paraît que ça a été fait. Hein? Voilà, donc si ça a été fait, est-ce que les réponses de ces analyses nous sont déjà parvenues? C'est pourquoi il dit on est allé trop vite en livrant un résultat. Et vous voyez la perception dans la tête, ça, il faut dire les choses qu'on on a tendance à dire que non, il paraîtrait qu'on n'a pas vu des résidus de pesticides. Non, je dis, encore là, ne politisons pas. La quantité qu'on doit retrouver dans une lagune comme celle-là, pour tuer les poissons, n'est pas celle qui serait résiduelle. Vous suivez-moi bien. Très bien. Ça donne une forte quantité. Une forte quantité. Mais je serais encore plus rassuré si on me dit, en venant les autres fleuves, les sols qui ont été lessivés depuis le nord, le fleuve Ouémé, on a trouvé des poissons flottants tout le long, je pourrais encore comprendre. Voilà. Mais si c'est à un point spécifique, non. On peut, par contre, aller chercher des pesticides et déverser dans... À ce point-là. Voilà. OK. Et là, si le labo ne retrouve pas, je pourrais dire il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Mais l'amalgame qu'on est en train de faire, bon, nous produisons du coton, pourquoi le laboratoire peut trouver... Ça, c'est une question de limites. Est-ce que le laboratoire a des limites tolérables? N'a pas pu nous dire on a trouvé des résiduels. Mais ça ne suffit pas pour avoir ce qu'on a. Est-ce que c'est ça que les populations attendent? Vous voyez, c'est pourquoi il dit c'est dans le comité de crise qu'on devrait mener ce débat. Mais tel qu'on a jeté les informations... Mais ce qui est sûr aujourd'hui, je crois qu'au niveau du ministère même de l'Agriculture, au niveau du laboratoire, ils ne communiquent plus par rapport à ça. Il n'y a plus ces sorties. Sinon, on aurait aimé avoir le directeur du laboratoire ici, mais niet, ce n'est plus possible de l'avoir. Cela va, je dis, le fétiche ne sort pas comme ça. Le directeur du labo, je ne l'accuse pas. Non. Vous voyez la pression qu'on a reçue. Oui. C'est cette pression-là, sûrement. Mais en fait, on est en communication de crise et donc il faut faire très attention. C'était pas le porte-parole indiqué peut-être, mais il n'a pas tort. Vous voyez, quand vous recevez de pareilles pressions, vous avez tendance à donner les informations. C'est sûrement ce qui s'est passé. Je crois qu'on va rattraper le tir et que les gens se calment. Personne n'est encore fautif. À l'heure où nous parlons, il va falloir qu'on continue les investigations. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ernest Baguidi. On a eu votre point de vue par rapport à ces résultats-là et tout. Merci. On a compris qu'il faut corriger le tir. Il faut mettre en place ce comité-là. Tout à fait, pour rassurer les populations. Les populations. Vraiment, merci beaucoup à vous d'être venus. On espère, en tout cas, vous retrouver sur ce plateau, puisque l'affaire continue. Et donc, on aura forcément besoin de vous. Et il y a quand même une question qui se pose toujours. Quand est-ce que le lac sera encore utilisable? Ah, ça c'est vrai aussi. Parce qu'il y a encore la vie qui a repris dans le lac, on a dit, mais est-ce que c'est encore... On peut toujours consommer ces poissons? On verra tout ça dans un édition. Pour le moment, c'est la célébration de la journée mondiale de l'environnement. On en parle et on parle bien sûr que c'est une célébration axée, bien évidemment, sur la lutte contre la pollution plastique. Pollution plastique qui a en tout cas grand impact sur les espaces aquatiques, marines aussi. Donc, on aura le temps d'en parler avec l'expert.
Alors, le grand rendez-vous célèbre la journée mondiale de l'environnement, une célébration axée sur la lutte contre la pollution plastique cette année. Nous parlons avec Maximin Diondo, le directeur de l'ONG BIZ, de l'impact de cette pollution sur les espèces aquatiques, puisque vous êtes un défenseur de l'environnement et en même temps, dans ce sillage-là, surtout les espèces aquatiques et surtout les oiseaux d'eau migrateurs, ainsi que les palétuviers, c'est ça, les espèces de mangroves. De mangroves aussi. Oui. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un Bonsoir. Plaisir. Bonsoir. Voilà. Alors, il est question aujourd'hui de savoir si réellement les plastiques, la pollution plastique a un impact sur les espèces aquatiques. D'aucuns se disent que c'est faux. Ben, on va recueillir votre avis. Je vous remercie. Et malheureusement, c'est oui. D'entrée de jeu, c'est oui parce que depuis un certain temps, la pollution plastique devient une plaie, non seulement pour les pays, mais pour la planète entière. Et parce que depuis les années 1975 et 80, des chercheurs ont pu identifier dans les océans ce que les scientifiques appellent le 7e continent. D'autres disent que c'est un tas de plastique qui a la taille de 2 fois la ville de Texas. Wow. Et ça, c'est seulement ce qui est à la surface, mais on ne voit pas ce qui est en surface. Et l'année est passée, en 2017, il y a un plongeur qui s'est amusé à voir de près de quoi il s'agit. Mais c'est effarant ce qui se passe. Et ça, c'est la production individuelle qui amène à ça. Il est dit, selon selon ce que nous appelons UNEP et United Nations Environment Programme, le PNUE, voilà. Oui. Selon le PNUE, maintenant c'est appelé UN Environment, que nous produisons chaque année 220 millions de plastique, chaque année. 220 millions de tonnes de plastique, 220 millions de tonnes de plastique chaque année. Ce qui est dire qu'à chaque minute, une personne est en train d'utiliser du plastique. Et très souvent, après, c'est jeté. Mais comment est-ce que tout ça se retrouve dans nos océans? Je prends l'exemple du Bénin. Vous voyez le long de la berge du marché d'Antopa. Oui. Vous voyez tout ce qui est déversé chaque jour, parce que nous assistons à ce déversement chaque jour. C'est des tonnes de déchets solides ménagers qui sont déversés sur la berge du marché d'Antopa. Et tout ça s'écoule tout naturellement vers l'océan. Et tout ceci, évidemment, se retrouve dans les eaux internationales. Et c'est dangereux pour nous-mêmes. Si je prends déjà le lac Nokoué, qui constitue le garde-manger du sud du Bénin, c'est dangereux pour nous parce que, avec le temps, ces sachets en plastique se décomposent et deviennent des microplastiques. Wow. Ce qui est ingurgité par les poissons que nous mangeons. Heureusement, une grande partie de ces microplastiques ne sont pas digérés par les poissons parce que ces poissons ne produisent pas des enzymes pour digérer ces microplastiques. Donc ces microplastiques restent à l'intérieur de ce poisson que nous mangeons parce que la plupart ne sont pas éjectés. Donc nous nous intoxiquons par nos propres productions et aussi au large, on voit plein de baleines qui s'échouent et à l'intérieur de l'estomac de ces baleines, on voit plein de plastique. Donc, c'est nos gestes. Exactement, il ingurgite en même temps. Si vous prenez le requin-baleine, il ne mange que des planctons. Donc, en ouvrant sa gueule pour ingurgiter la quantité d'eau nécessaire pour avaler ces planctons, dans le même temps, ces requins ingurgitent des microplastiques, ce qui les intoxique. Ça intoxique les tortues parce que les tortues prennent ces plastiques pour des mollusques. Les mollusques. Toute la faune aquatique est vraiment menacée par nos productions de plastique. Il paraît même que des oiseaux... nous les voyons très souvent, des oiseaux qui sont
emballés dans des plastiques qu'ils trouvent au large, donc ils en meurent. Donc c'est de ces genres de menaces ce sont ces genres de menaces qui nous posent problème actuellement, non pas seulement à l'international, mais au Bénin aussi, parce que c'est nous, quand je dis c'est nous-mêmes qui produisons ces déchets. Et c'est effarant de constater que nous n'avons pas des systèmes de collecte et de tri de ces déchets, mais que nous, au Bénin, le premier geste que nous trouvons à faire, c'est de jeter ces plastiques et où dans nos rivières, dans nos lacs, dans nos fleuves. Dans nos fleuves. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas donc nécessaire de promulguer cette loi portant interdiction d'utilisation des sachets plastiques au Bénin? Et je trouve que ça tombe bien que la célébration de la Journée mondiale de l'environnement 2018 ait pour thème lutte contre les pollutions plastiques, parce que ça entre aussi en droite ligne avec l'entrée en vigueur, après les 6 mois de moratoire, de la loi portant interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation des sachets en plastique au Bénin. Je trouve qu'il est temps, et vraiment temps, que tout le monde se mette au travail pour qu'on puisse arrêter un tant soit peu cette plaie, parce qu'il y va de notre santé. Ce n'est pas déjà qu'il faut voir qu'on pollue l'environnement, mais il faut qu'on voit que nous nous intoxiquons nous-mêmes parce que nous le déversons directement dans nos cours d'eau et que cela revient dans nos assiettes. Et nous les mangeons très simplement sans nous en rendre compte. Donc il est temps que chacun de nous commence par agir, non pas directement pour l'environnement, évidemment c'est pour l'environnement, mais agissons pour notre propre santé, avant de penser que nous agissons pour l'environnement. Pour l'environnement. Mais là, quand on parle d'interdiction de production, de commercialisation des sachets plastiques au Bénin, est-ce que vous pensez que cette loi est vraiment efficace pour qu'on puisse stopper vraiment la pollution plastique? Absolument. Parce qu'il faut une base juridique pour pouvoir réprimer. Tant qu'il n'y a pas la base juridique, vous ne pouvez pas réprimer. Et le premier geste n'est pas la répression, bien évidemment. Il y a la sensibilisation. La sensibilisation a fait son temps. La sensibilisation va continuer. Mais il est temps que nous nous prenions en charge pour dire que nous ne produirons plus de sachets en plastique, que nous n'utiliserons plus de sachets en plastique. Évidemment, sachets en plastique non biodégradables, bien sûr. Parce qu'il y en a de biodégradables, il y en a à recycler. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que non pas seulement l'Africain, mais le Béninois a le sens du recyclage. Nous avons l'habitude de recycler ces bouteilles en plastique et de les réutiliser. Pourquoi ne pas continuer dans ce sens? Pourquoi ne pas dire non quand vous achetez du pain pour 125 francs et qu'on vous donne du sachet en plastique et que vous sortez de la maison avec votre propre sac fait en toile de jute? Pourquoi ne pas dire non aux acacias qu'on emballe dans du sachet qui vous intoxique et que vous préférez des acacias emballés dans des feuilles de teck qui vous font du bien? Pourquoi ne pas dire non à la pharmacie quand on vous donne un sachet et vous exigez que cela soit emballé dans du papier, etc., etc. Donc, cette loi va servir de base juridique pour que, après la sensibilisation, parce que je sais, le changement est toujours difficile, après la sensibilisation, il faut commencer par sévir pour que le Béninois comprenne que non seulement les sachets en plastique non biodégradables sont dangereux pour sa propre santé, mais aussi pour l'environnement dans lequel il vit. D'aucuns parlent également d'alternatives, c'est-à-dire quand on interdit le sachet plastique, il faut trouver quelque chose d'autre à sa place. Il y a plein d'alternatives. Ce que moi je me dis, avant la prolifération de ces sachets en plastique de 10 francs, comment est-ce qu'on faisait? On utilisait les papiers de ciment recyclés. On utilisait des papiers journaux recyclés. Il y avait plein d'astuces que nous utilisons. J'ai vu tout à l'heure une dame en train de servir du tchapalo dans du sachet. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas? Ça ne se prend. Avant, on prenait du tchapalo dans une tasse. Dans une tasse, oui. Ça se servait dans des tasses. Donc,
on n'a qu'à revenir à nos vieilles habitudes. Et actuellement, sur le marché, il y a plein d'initiatives de fabrication d'emballages biodégradables. Donc, ça existe, les solutions existent. Et le premier, c'est de commencer par dire non. Sous d'autres cieux, l'emballage sachet, ça ne vous coûte pas moins de 1000 francs. Du coup, il n'y a plus personne qui en achète. Parce que quand vous voulez sortir de chez vous pour faire vos courses, vous sortez avec vos sacs. Nous en avons plein chez nous à la maison. Pourquoi ne pas sortir avec nos sacs? Avec nos sacs. Et arrêter d'intoxiquer non pas seulement l'environnement, mais nous-mêmes. Ok. Mais alors, sous d'autres cieux, ces déchets valent quand même de l'or, même si aujourd'hui ils sont décriés, ces déchets plastiques. Ça vaut quand même de l'or dans d'autres pays. Est-ce que ce n'est pas le moment également de mettre en place une économie verte pouvant mettre ces déchets-là au service de notre économie? Et à terme, c'est d'en arriver à ne même pas en produire. Donc, il ne faut pas qu'on développe une industrie de transformation de ces déchets-là. Mais ces industries peuvent déjà traiter ce qui est sur place. Parce que pour le moment, nous en avons sous la main et nous ne savons pas quel est le traitement qu'on va en faire. J'en ai vu au Mali où ça a été transformé pour fabriquer des pavés. Des pavés, oui. Il y a des collègues au Bénin qui l'ont transformé pour faire des sacs, etc., etc. Oui, des industries de transformation peuvent faire cette valorisation, mais quand vous comparez la quantité transformée par rapport à la quantité produite par jour au Bénin, c'est effarant. Donc, on ne pourra pas. L'essentiel et ce qui est primordial, c'est d'en interdire l'entrée sur notre territoire d'abord et d'en interdire l'utilisation et de réprimer. Alors, il faut dépolluer ces espaces-là qui sont encombrés par ces déchets. Vous imaginez qu'une seule bouteille plastique que nous jetons en main met plus de 400 ans pour se décomposer. Donc, vous avez idée de tout ce que nous avons mis, et je parle du lac Nokoué et de nos autres plans d'eau, combien de temps ça va nous prendre pour rendre salubres ces endroits-là. Et dites-vous bien que nous avons encore l'habitude de les enfouir. Donc, il y en a sous la terre qui est en contact avec nos eaux de ruissellement, et tout ceci vient dans le delta parce que nous sommes dans une zone deltaïque et tout ça descend et c'est ce qui nous nourrit. Donc déjà, l'urgence, oui, il faut dépolluer nos plans d'eau, mais il faut ne pas produire de sacs à il faut ne pas utiliser, il faut ne pas produire de déchets, il faut ne pas utiliser des matières plastiques à usage unique. Revenons à nos vieilles habitudes, recyclons et surtout refusons tout ce qui nous propose des usages en plastique. Ce n'est que la solution. Et aussi, je demande, il est temps que nous passions à la répression. Parce qu'il faut que nous montrions, et quand je dis nous, c'est la force publique, ce n'est pas les ONG, que la loi n'est pas faite pour être mise au placard. Cette loi, elle est faite pour être appliquée. Oui. Parce que c'est inadmissible de voir que les caniveaux à ciel ouvert de Cotonou déversent directement tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils drainent comme déchets dans le lac Nokoué. Oui, alors est-ce que vous avez l'impression qu'après donc le vote de cette loi par l'Assemblée nationale, la sensibilisation a été de mise pour pouvoir vraiment amener cette population-là à comprendre que les 6 mois, c'est pratiquement fini. Ça coïncide même avec la célébration de cette journée. En ce qui concerne les ONG, elles ont fait la sensibilisation. Elles continuent de faire la sensibilisation parce qu'elles sont les premières à sensibiliser nos dirigeants sur la nécessité de cette loi. Elles ont salué la prise de cette loi et elles accompagnent le ministère pour la sensibilisation. Mais on ne va pas faire que de la sensibilisation tout le temps. Il est temps de comprendre que c'est fini et que nous devons arrêter cette pollution massive de nos plans d'eau qui nous intoxique et qui intoxique notre garde-manger. Merci beaucoup à vous, Maximin Diondo. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ONG BIZ et vous êtes venu sur ce plateau pour célébrer la journée mondiale de l'environnement avec nous. L'environnement au Bénin
pour vous, votre avis de façon ponctuelle, juste en quelques secondes? L'environnement au Bénin, ce n'est pas encore une conscience du Béninois. Mais nous espérons que nous en prendrons conscience et que nous comprendrons que vivre dans un environnement sain permet d'avoir tout ce dont on a besoin et non d'avoir tout avant de passer à son environnement. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. À très bientôt. Le grand rendez-vous va continuer avec les artisans. Cette fois-ci, nous parlons des maçons et c'est sur Autant Savoir. Oui, ils participent vraiment au développement de ce pays, en parlant bien sûr de la construction de l'habitat surtout. Il s'agit des maçons, des compétences très demandées d'ailleurs. Nous allons vous présenter les défis qui sont liés bien sûr au développement de ce secteur au Bénin, juste derrière ce reportage. À la force de ses bras, Félicien manie sa pelle avec dextérité. Sur ce chantier, il est un des ouvriers. Il n'est ni diplômé d'un lycée technique, encore moins d'une université de formation en génie civil. Pourtant, il exerce le métier de maçonnerie, une ingénierie qu'il a appris sur le tas. C'est depuis mon bas âge que j'ai toujours eu un penchant pour la maçonnerie. Au début, mes parents n'en voulaient pas. Mais sur mon insistance, ils ont fini par m'envoyer en apprentissage. J'y ai fait 7 ans avant de prendre mon diplôme. Félicien n'a qu'un seul objectif, le travail bien fait. Il se trouve bien souvent limité dans son champ d'action. La plupart du temps, il doit se conformer aux exigences d'un technicien ou ingénieur en génie civil pour des préalables inhérentes à toute construction, comme la conception du plan, l'étude du sol et bien d'autres données techniques. Ici, sur ce chantier, il y a eu des études de sol effectuées par un technicien. Et c'est lui qui nous dicte la conduite à tenir, le nombre de mètres de profondeur jusqu'où il faut creuser et il est présent à chaque fois pour superviser. Parce que dans cette zone, le sol n'est pas très bon et certains bâtiments prennent un coup au fil du temps. Le jeune homme de 30 ans, lui, s'investit beaucoup plus dans le bâtiment. Il est très peu intéressé par les travaux publics comme la construction de routes confiées à des entreprises et pour lesquelles il pourrait se faire engager en tant qu'ouvrier. Je travaillais pour des entreprises en ce qui concerne les constructions de routes. Mais les retards dans le versement des émoluments ont fait que j'y ai finalement renoncé pour me consacrer aux particuliers. Ce qui est évident, il vit à l'abri du besoin. Des profils comme celui de Félicien, il y en a beaucoup. Bon nombre d'entre eux négligent tout de même les mesures de sécurité à prendre sur un chantier, le port du casque, par exemple. Oui, autour en plateau avec M. Madje Yaovi Dankodé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes technicien en bâtiment et travaux publics, c'est ça? Oui, oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on se retrouve, Anéat Bello, ce soir avec un profil qui sollicite souvent les maçons pour parler bien sûr des défis liés à ce secteur. Oui, à Mugaba, nous avons commencé notre balai depuis hier. Donc, ça se poursuit. Aujourd'hui, on parle toujours du métier de maçonnerie avec un technicien en génie civil. Il s'appelle Dankodé Yaovi Madjer. Il est technicien en génie civil. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le reportage en a parlé. Vous travaillez en étroite collaboration avec les maçons. Comment cela se passe sur le terrain? Bon, il faut dire c'est une collaboration entre professionnels et analphabètes. Le plus souvent, nos maçons ne sont pas des professionnels à la matière. C'est des gens qui ont pris le métier sur le tas. Alors nous, par contre, on est plus théorique que pratique. Du coup,
Et il y a souvent de malentendus, je ne sais pas comment le dire, de malentendus. Mais à la fin, est-ce que le résultat final est à la hauteur de vos espérances, vous, en tant que technicien? Est-ce que vous avez l'impression qu'à la fin, le résultat, il est bon? Oui, je dirais oui. Je dirais oui. Sinon, après des répétitions, à chaque fois, il faut refaire. Et finalement, on obtient ce qu'on veut. D'accord. Alors, pour vous, vous pensez qu'on aurait besoin d'un autre profil de maçon? Est-ce que c'est leur formation qui pose problème? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faudrait qu'ils puissent aller à l'école, recevoir quelques bases théoriques? Ah oui, oui, oui. C'est essentiel, c'est essentiel. En quoi est-ce si essentiel? Vous savez, ici, je prends le fait que le technicien ne peut pas rester comme un militaire derrière le maçon. Il doit aller voir aussi d'autres chantiers. Dès que le technicien n'est plus là, le maçon rencontre des difficultés sur le plan de la lecture de plan. Ok. Sur la lecture de plan, il ressent des problèmes. Et comme il y a un planning aussi qui le force, qu'il doit respecter, il se jette dedans, il commet des erreurs. Il fait ce qu'il a compris. Il fait ce qu'il a compris. Et c'est toi, à ton retour, tu remarques que vraiment, il a... C'est pas ce que tu veux. Pas ce que tu veux. Et vous prenez du retard? On prend du retard. On prend du retard. Et il y a déjà le matériau qui est gaspillé, tout et tout. Alors que tout ça, c'est dans un cadre donné. Un budget bien défini. Du coup, c'est déjà des pertes pour toi. Tu as du mal à l'expliquer au client. Ok, donc il faut que le maçon apprenne aussi à lire donc les plans. Voilà, il faut nécessairement que le maçon arrive à se débrouiller, à s'en sortir, même si le technicien n'est pas là tout de suite. Alors déjà, je pense que c'est une question d'expérience. On a vu des maçons, peut-être après un certain nombre d'années, pouvoir lire un plan, même s'il ne peut pas l'expliquer. Oui, et nous rencontrons des maçons très expérimentés qui arrivent à lire le plan. Mais l'autre chose, c'est la lecture du mesurette. D'accord? Parce qu'il y a des plans où les mesures ne sont pas des mesures habituelles. Ce n'est que le technicien avec le maître qui peut dire c'est à ce niveau. Le maçon, lui, il est plus habitué aux histoires de 50, 10, 15. Les décamètres. Les décamètres, là, c'est bon pour lui. Mais dès que tu mets 17, 75, 18, 10, là, c'est un problème pour lui. Il a du mal à s'en sortir. Même ceux qui ont plus d'expérience, sur ce point, ils ont du mal à s'en sortir. Bon, c'est vrai, on en rencontre qui s'en sortent, mais c'est très rare. Et ceux-là, ils ont leur prix également. Il y a ce facteur-là aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, les maçons qui savent vraiment lire et le plan et le décamètre. Le mesuremètre. Le mesuremètre, c'est ça? Oui, oui. Eux, ils ont leur prix à part. Oui, coûtent plus cher, leurs prestations coûtent plus cher que... Leurs prestations coûtent plus cher parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas te faire de l'à peu près. Et avec le technicien, ça nous soulage également. Ça nous soulage. Là, tu peux gérer 2 ou 3 chantiers à la fois. Mais quand tu vas prendre un maçon qui n'est pas à cette taille, vraiment, tu es obligé d'être derrière lui à tout bout de champ. Sinon, c'est des pertes. C'est des pertes que vous faites. Alors, aujourd'hui, comment arrivez-vous à recruter ces maçons-là sur vos chantiers? Et comment est-ce que vous arrivez à savoir que oui, ce maçon est capable quand même de faire? Est-ce qu'ils ont des diplômes qui vous présentent? Il faut dire que dès le départ, il faut lui donner une chance de le faire pour que tu constates s'il est bon ou pas. Donc c'est seulement, comme le dit l'adage, à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Et quand il le fait bien, avec le temps, tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance. C'est comme ça. Et quand tu veux recruter,
par rapport à un ouvrage donné, tu sollicites un ami, tu en parles à un collègue, dis j'ai telle chose, est-ce que tu as quelqu'un qui répond au profil? Il va te dire voilà, je vais t'envoyer quelqu'un. D'accord. Mais là, on n'est que au niveau des habitations. Quand il s'agit de travaux de construction, de grands travaux et autres, est-ce que nos maçons arrivent véritablement à suivre? Et à la fin aussi, nous allons pouvoir parler du profil. J'espère que demain, on pourra aborder cela. Qu'est-ce qu'il faut dorénavant pour nos maçons pour pouvoir être à la hauteur de tout ce que vous leur demandez? Voilà. Bien sûr, on va revenir à tout ça là tout à l'heure, puisqu'il est également, vous avez tout à l'heure que les maçons, il y en a qui coûtent plus cher que d'autres. Vous allez nous dire tout à l'heure combien vous leur payez en réalité. C'est ça qui les motive en réalité. Bon, on va revenir à tout ça dans un instant, le temps d'aller visiter la rédaction de BB24. Et là-bas, on va retrouver Estelle Pazot. C'est pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Les sachets plastiques sont un véritable danger pour la nature. Aujourd'hui, Journée mondiale de l'environnement, toutes les réflexions sont axées sur les actions à mener pour débarrasser le monde de ces déchets. Le pseudonymat ou l'anonymat ne sert plus à rien à l'ère des TIC. Cachez ou changez votre nom et votre téléphone ou même votre ordinateur dévoile votre identité. Et puis, les rollers béninois visent les prochains Jeux olympiques. À travers les Challenge Skating Open, ils se préparent activement. La communauté internationale célèbre ce 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. C'est une journée qui vise à davantage sensibiliser la population planétaire sur les enjeux de la protection de l'environnement. Cette année, les actions entrant dans le cadre de la célébration sont axées sur la lutte contre la pollution des sachets plastiques. Reportage Oboubé Francine Capo, Amandine Agnamoussou. Le plastique représente aujourd'hui l'un des déchets les plus polluants à l'échelle mondiale. L'Organisation des Nations Unies pour l'environnement a placé le combat de la pollution plastique au cœur des défis environnementaux. 500 milliards de sacs en plastique sont utilisés dans le monde et chaque année, une importante quantité est jetée dans la nature et serait suffisante pour faire 4 fois le tour de la Terre. Dans nos habitudes, nous avons adopté l'utilisation de plastique sous différentes formes. Et donc, lorsqu'on a fini d'utiliser ces différents objets plastiques, on ne sait plus à quoi ça va servir. Donc on abandonne ça dans l'environnement et ça constitue un polluant environnemental. Nous avons des quantités importantes de sachets plastiques dans notre environnement qu'il va falloir gérer et surtout travailler à ne plus en rajouter parce que chaque jour que Dieu fait, c'est des quantités importantes de sachets plastiques sous forme de déchets que nous laissons dans notre environnement. Vu l'impact négatif des sachets plastiques sur l'environnement, le Bénin dispose désormais d'une loi relative à l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. La Journée mondiale de l'environnement sera donc une occasion pour les autorités béninoises de sensibiliser davantage les populations avant la phase répressive. Nous allons profiter de cette journée mondiale de l'environnement et pour bien du mois de l'environnement pour sensibiliser tous les acteurs dans toutes les localités du Bénin. Et ça va être fait avec nos directions départementales, nos directions déconcentrées et avec les ONG qui se trouvent déjà dans le secteur de la gestion des sachets plastiques. Il y a d'autres qui accompagnent déjà, qui font des sensibilisations par rapport à cette thématique. Donc ils seront les relais sur le terrain et ils vont rester dans leur localité d'origine afin que tout le territoire national soit couvert par des mesures de sensibilisation. Tout ceci, nous pensons que désormais les Béninois
pourront savoir que sur tout l'ensemble du territoire national, il n'est plus possible d'utiliser le sachet plastique. Plusieurs stratégies seront mises en place pour éliminer définitivement le sachet plastique du quotidien des Béninois. Nous allons faire la promotion des sachets biodégradables et plus précisément des alternatives aux sachets non biodégradables. Il y a des gens qui ont déjà importé ces sachets biodégradables qui sont sur le territoire national. Donc il n'y a pas de souci par rapport à la quantité et la qualité des sachets biodégradables que les Béninois sont en train de rechercher pour pouvoir passer à l'avenir, pour pouvoir mettre en œuvre la loi qui permettra de préserver l'environnement de ces sachets. Il est donc temps de réfléchir ensemble sur des solutions pour un mode de vie plus respectueux de l'environnement à l'échelle mondiale. Les Béninois ne sont pas difficiles. Le plus important, c'est de leur faire connaître ce qui est interdit et que la réglementation qui est dotée d'un certain nombre d'outils de répression puisse être mise en œuvre. On en parlait hier dans le journal. Pour voiler leur identité, certains internautes optent pour les pseudonymes. Et si la pratique permettait réellement une certaine discrétion, aujourd'hui, elle n'est plus totalement fiable. La raison est toute simple, ce n'est plus le nom, mais plutôt l'appareil utilisé qui est directement traqué à l'ère des nouvelles technologies. Reportage. L'anonymat ou le pseudonymat, une autre façon de communiquer sur Internet. Avec l'évolution de la technologie numérique, plusieurs internautes y font recours pour véhiculer leurs messages. Aujourd'hui sur Internet, la denrée qui est vendue la plus, c'est l'information de l'autre. Alors on préfère naviguer, on préfère discuter, on préfère agir tout en se cachant sous un pseudonyme ou se cacher carrément en anonymat. C'est l'autre manière de se protéger. C'est l'autre manière aussi pour beaucoup d'autres personnes de passer outre les barrières, de poser des actes de larcin. C'est ça d'ailleurs qui permet de faire, le pseudonymat permet aujourd'hui, favorise la cybercriminalité. Dans les groupes à utilisateurs multiples comme WhatsApp, l'anonymat ou le pseudonymat n'est pas toléré, même lorsque le contenu est vérifié. Mes forums WhatsApp ont des règlements intérieurs et je veille à ce que ces règlements soient respectés. Lorsque je donne un règlement, il dit que les attaques personnelles ne sont pas autorisées, les invectives ne sont pas autorisées, les messages à caractère pornographique ne sont pas autorisés. Lorsque je dis ça, par exemple, et que vous balancez, je vous sanctionne. Soit je vous dis 48 heures ou 112 heures. En cas de récidive, je vous sors définitivement. Il y a d'autres forums, carrément, c'est les plus jeunes. D'accord? Là, on est obligé de leur demander leur identité. Ceux qui se présentent sont les bienvenus dans les forums. Ceux qui ne se présentent pas souvent, on les sort des forums. Pour les spécialistes, il est désormais impossible d'utiliser l'Internet ou les réseaux sociaux sous anonymat ou sous pseudonymat, car, disent-ils, les moyens sont mis en œuvre pour identifier les personnes. L'Internet étant devenu un outil de développement. Ça nous permet de faire des débats. Ça nous permet de faire des rencontres du nord au sud, de l'est à l'ouest, même les Béninois de la diaspora interviennent. D'accord? On balance un thème qui concerne notre pays, sur la révision de la Constitution, ou bien sur l'agriculture béninoise, ou bien sur la crise de l'éducation au Bénin. Des gens interviennent, des gens donnent des arguments très convaincants de qualité. Et ça nous cultive. Donc nous voulons quand même amener nos forums vers cette mission-là. D'accord? Transformer les forums en un instrument de développement. Mais tout de suite, je vous rassure que tant que nous sommes sur Internet, il n'y a pas d'anonymat, il n'y a même pas de pseudonymat. Parce que sur Internet, ce n'est pas celui qui est derrière le clavier qui est en train de tapoter qui est reconnu, mais c'est plutôt la machine utilisée qui est reconnue. Donc, lorsque vous prenez une machine et que vous pensez être sous anonymat, ce n'est pas toujours évident parce qu'on peut toujours identifier votre machine. On peut toujours utiliser la connexion que vous êtes en train d'utiliser, à quelle borne vous vous êtes connecté. On peut toujours, à partir même du simple message que vous envoyez, on peut prendre l'entête de votre message et vous identifier. Donc, ce n'est pas possible d'être sous anonymat ou sous pseudonymat quand on est sur Internet. Anonymat ou pseudonymat, oui. Mais
Une retenue dans le message qu'on écrit est aussi importante pour ne pas tomber sous le coup de la loi. La lutte contre le braconnage et la protection des éléphants prennent une autre allure au Gabon. Le pays vient de recevoir un appui financier important de la part de la Grande-Bretagne. Il s'agit notamment du financement d'un programme de formation qui va s'étendre sur 4 ans. À travers ce projet, la Grande-Bretagne et le Gabon vont se donner la main pour améliorer les compétences locales en matière de planification des opérations, de navigation et de collecte des renseignements pour aider à lutter efficacement contre la criminalité envers les espèces sauvages. Au Burundi, la Confédération nationale des caféiculteurs anticipe une récolte de café de 17 000 tonnes en 2018, soit 2 000 tonnes de plus que l'année dernière. Cette hausse tient aux bonnes pluies et à l'utilisation accrue des engrais. Pour le compte de la saison qui a débuté en mars dernier, les planteurs devraient encaisser entre 500 et 600 francs pour chaque kilogramme de cerises de café livrées aux stations de lavage. Rappelons que le Burundi a exporté 10 000 tonnes de café en 2017 pour des recettes d'environ 52 milliards de francs CFA. Un des objectifs phares de la Confédération nationale de roller sport, c'est de renforcer les performances de ces athlètes. Ceci afin de représenter valablement les couleurs nationales aux Jeux olympiques. Une compétition dénommée Challenge Skating Open est donc organisée 2 fois par semaine pour jauger le niveau des athlètes et pour finir, sélectionner les meilleurs. Simon Vignon, Axel Dancy. Quelle animation ici au stade général Mathieu Kérékou. En ces lieux, une foule immense et curieuse. À sa 9e édition, le Challenge Skating Open est la grande attraction qui a réuni aux abords du terrain spécialement aménagé pour la circonstance cette foule. Les athlètes, notamment les rollers, sont à l'honneur. 2 catégories en compétition. La catégorie Espoir qui regroupe les moins de 13 ans et la catégorie Défi qui rassemble les plus de 13 ans. Ces coureurs vont prendre part à 2 épreuves, l'épreuve des 500 mètres et celle des 15 km. C'est une compétition dénommée Challenge Cotonou Skating. C'est un vaste programme de compétition que nous avons élaboré au sein de la Fédération béninoise de roller sport pour permettre à nos athlètes champions en titre d'être toujours performants pour conserver leur titre en 2018 lors du championnat africain prochain et au qualificatif des Jeux de la jeunesse en Hollande. Jour de gloire, de déception, à qui la victoire? Ignace Rungbo, âgé de 12 ans, est le regagnant à l'issue des 2 épreuves. Son frère, surnommé Petit Piment comme un moteur diesel, lui ravit la vedette en occupant la 1re place dans la catégorie défi. Je suis très content d'avoir remporté ces 2 épreuves dans mon catégorie. Ce sont mes entraînements et un peu mes intelligences et les techniques que mes coachs me donnent. 9 éditions déjà. On peut retenir les belles prouesses des athlètes au niveau de chaque catégorie. Au fur et à mesure que nous organisons ces éditions, nous aussi nous prenons en même temps nos erreurs, nos petites failles en compte et nous les corrigeons au fur de chaque édition. Et beaucoup d'améliorations chez les athlètes. Nous avons l'athlète Ngbo Ignace qui détient le titre actuellement sur le plan national. Depuis toutes les éditions que nous avons eu à organiser, il est toujours en tête de ses performances et au fil du temps, au fil de chaque édition, il essaie quand même d'améliorer en réduisant chaque fois les performances. Il y a aussi ses aînés, les seniors, parce que lui il est de la catégorie junior. Il y a aussi ses aînés qui travaillent de pair avec lui, qui améliorent aussi leurs performances. Dispositif constitué de platine, muni de petites roues et fixé à une chaussure spéciale, le roller est un sport accessible à tous. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'agréables moments sur BB24, la chaîne du développement. Merci beaucoup également à vous, Estelle Pazou, pour ce merveilleux moment d'information, d'actualité. La suite du grand rendez-vous, c'est sur ce plateau, bien sûr, avec M. Madier Yaovi d'Ankodé. Et on parlait bien sûr de la performance des
des maçons. Et vous nous aviez dit qu'à chaque maçon, son prix est compte tenu bien sûr de sa performance, de ce qu'il offre comme performance, comme prestation à vous. Et donc, dites-nous, combien vous leur payez en réalité, ces maçons? Bon, le journalier et l'ouvrier, journalièrement, est payé entre 3 500 et 4 000. L'ouvrier? Hein? Oui, oui. L'ouvrier maçon? Oui. Le manœuvre, c'est entre 2 000 et 2 500. D'accord. Donc, il y a ouvrier et puis il y a le manœuvre. Oui, oui. Celui qui aide le maçon. Ok, l'aide-maçon, c'est lui qui est manœuvre. Oui, c'est lui qui est manœuvre. Ok. Donc, lui, il est à 2 500 francs la journée. Entre 2 000 et 2 500. Ok. Oui. En fait, tout dépend du montant le montant global du marché. Ah, d'accord. D'accord. Oui. C'est à partir de ça que le technicien, lui, se permet avec le maçon de s'entendre sur la cagnotte de ces deux prix-là, de ces deux types de prix. Okay. Alors, ça veut dire que le prix est en fonction du marché qu'obtient le technicien. Oui. Mais quand qu'en soit le montant, le prix du maçon ou du manœuvre, ça ne diminue pas de trop. De trop. D'accord. Mais comment... Il y a une barrière, c'est-à-dire 2 000, on ne revient pas là-dessus. 3 500, ça, c'est pas à revoir. C'est déjà acquis. C'est déjà acquis. Ça peut être plus, mais ça peut pas être moins. Ça peut pas être moins. Mais vous leur fixez également des heures en matière de travail, de prestations à offrir. Parce que la quantité de travail aussi doit accompagner ce que vous leur payez comme motivation ou émolument. Oui. Oui. Quels sont les horaires de travail? C'est 8 heures de travail. Vous travaillez à partir de 7h30 déjà. Ça commence, sinon 8 heures et à 13 heures, il y a une pause. Et ça reprend à 15 heures. Et pour finir à 18h, 19h. Voilà. Mais le maçon peut quand même faire semblant de travailler aussi. Oui, c'est ce que nous remarquons le plus souvent. Ah oui? Et comment vous faites pour vous assurer que le travail est véritablement fait et tout? Vous savez, tu es obligé d'être en dehors de ce que tu lui dois, tu vas lui payer, en dehors de ça, et d'être un peu jovial. De le motiver. De le motiver, comme on le dit, de le motiver. Là, quand il a la main, il a du finesse, il se donne. Quand il y a la motivation, il se donne. Il est content, il travaille bien. Il travaille bien. Et il donne le rendement qu'il faut. Donc, après, à côté de l'argent, vous leur trouvez un peu de gari, un peu de cluclu et tout le reste pour que ça marche bien, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, revenons un peu à la formation, une formation que vous avez certes déplorée. Si ce n'est pas ces notions théoriques-là que la plupart de ces maçons avec lesquels vous travaillez, ils n'ont pas, est-ce que, professionnellement parlant, sur le plan de la pratique, il y a quand même des atouts, puisqu'il paraît que nos maçons sont les meilleurs au niveau de la sous-région. Ils ont quand même quelques atouts particuliers. Oui, oui, oui. Quels sont leurs atouts véritablement? Il faut dire ce que j'ai constaté. Pour ceux-là qui ont appris le métier depuis leur bas âge, et ils en ont de la qualité, de l'expérience. Et d'autres, ils savent bien faire, mais à cause du prix négocié, ils vont te faire du n'importe quoi. Ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Voilà. Sinon, il faut avouer que nos maçons, ils se débrouillent. Ils ont de la qualité en la matière. En la matière, oui. On reviendra donc, si vous le permettez, sur ce que vous attendez et qu'ils améliorent pour pouvoir être toujours au point. Parce qu'ils ne vont pas seulement travailler au Bénin, on espère que nous aurons des maçons qui vont pouvoir s'exporter internationalement. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que demande le métier? Parce que vous êtes un expert, vous êtes technicien, vous l'avez appris à l'école. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre et qu'ils n'ont pas? À part la lecture. À part la lecture du plan. Il faut l'organisation. Il manque de l'organisation journalière chez nos maçons. Comment positionner tel ouvrier,
pour que le travail aille vite. On fait semblant, comme vous venez de dire, on fait semblant de travailler, alors qu'on pourrait, avec un peu plus d'organisation, obtenir un bon rendement dans la soirée. Dans la soirée? Oui. Oh, ok. C'est le planning journalier. Se planifier. Se planifier. C'est ça aussi un problème pour la majorité de nos maçons. De nos maçons. Comment vous arrivez quand même à les évaluer, pour savoir que oui, il a atteint son objectif de la journée, le maçon? Vous savez, nous, on nous a appris à faire un avant-maîtrise, à faire un avant-projet. Ok. D'accord? Et dans cet avant-projet, tu connais déjà à quel niveau journalièrement tu dois atteindre pour pouvoir atteindre l'objectif final. L'objectif final. Okay. Voilà. Donc, quand tu viens le matin, tu lances le chantier et que tu reviens le soir, peut-être le gars doit faire 100 briques dans la journée et il fait 90, toi-même tu sais que c'est déjà un problème pour toi. Et là, c'est là où vous commencez par mettre un peu plus de pression pour que la journée suivante... la journée suivante, on puisse faire non seulement celui de la journée là et rattraper la journée passée. D'accord, alors là, on a passé tout le temps à parler de ce que vous reprochez aux maçons, mais les maçons aussi vous reprochent des choses. Ça a été dit dans le reportage, ils ont l'impression que vous n'êtes là que pour donner des ordres, et ces ordres, on ne les comprend pas toujours, et qu'ils peuvent même se passer de vous, ils peuvent construire une maison tout seuls. Qu'avez-vous à répondre à cela? Et ce serait la dernière question. Oui. Vous savez, nous, on n'est pas trop pratique. D'accord? Et c'est vrai, et on sent que, comme chaque fois, c'est nous qui donnons des ordres, ça les irrite un peu. Et ils se disent que c'est eux qui sont au fou, mais nous, on vient tout bien habillés et on donne des ordres. D'accord? Il y a des plans que l'architecte amène et que le maçon peut s'en sortir facilement. Mais quand c'est des schémas réguliers, le maçon, il n'a pas de souci. Le maçon, il n'a pas de souci. Mais quand il faut faire un peu de la fantaisie dans le plan, le maçon lui-même sait qu'il lui faut nécessairement un technicien pour pouvoir bien lire, bien lire le plan. Oui. Ce sera donc tout, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié notre balade dans le domaine de la maçonnerie. On aura peut-être le temps de revenir dessus, pourquoi pas demain, pour d'autres approfondissements. Assem Gaba, merci à vous de nous avoir reçus. Bien évidemment. Et monsieur Dankodé Yaovi Magère, technicien en génie civil, merci également à vous d'avoir répondu présent sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, Adiat Bello. À très bientôt chez les maçons, n'est-ce pas? À demain, non? Eh oui, à demain. À demain, nous serons chez les maçons, une fois encore. Allez, on va maintenant passer à autre chose, suivre l'actualité sur la toile. C'est l'ActuWeb. Amis du web, bienvenue. Démarrons par cette actualité nationale. Les choses se compliquent pour l'ancien maire de Cotonou. Léari Vinayon Soglo est convoqué par la brigade économique et financière pour affaires le concernant. À travers la convocation en date du 1er juin 2018, le chef de la BEF a invité l'ancien maire de Cotonou à se présenter à son bureau ce lundi 4 juin 2018 pour nécessité d'une enquête judiciaire. Depuis sa révocation de la mairie de Cotonou, Léari Soglo s'est exilé en France. Il est accusé de plusieurs dossiers de malversation à la tête de la municipalité de Cotonou. Avec la présente convocation, cette affaire va sûrement prendre une nouvelle tournure. Il n'est pas exclu qu'un mandat d'arrêt international soit décerné contre lui au cas où il ne se présenterait pas à la BEF. À l'international à présent, Microsoft vient de racheter GitHub, la plus grande bibliothèque de code du monde. Ce service open source et gratuit permet d'héberger ses projets informatiques. Il permet notamment de travailler de façon collaborative sur des projets et il est très utilisé par les développeurs. GitHub est d'ailleurs vite devenu un réseau social pour les développeurs
développeur tout autant qu'un excellent moyen d'avoir un CV montrant ses compétences en développement. La communauté reçoit ce projet diversement. Microsoft n'est pas toujours en odeur de sainteté auprès des développeurs et l'idée d'héberger des projets open source chez un géant tel que Microsoft pose évidemment de nombreuses questions légitimes. Certains développeurs sont déjà en train de migrer vers d'autres alternatives open source telles que GitLab ou Bitbucket. On verra si ce mouvement s'amplifie ou si les développeurs choisissent la facilité et continuent à utiliser GitHub. Et Facebook est accusé d'avoir partagé des données personnelles avec des fabricants de smartphones. Cambridge Analytica hier, Apple ou Samsung aujourd'hui. Selon le New York Times, Facebook a donné accès aux données personnelles de ses utilisateurs à une soixantaine de fabricants de smartphones. Des informations contestées par le réseau social. Les amis de vos amis sur Facebook sont aussi les amis d'Apple, Samsung, BlackBerry ou autres constructeurs de smartphones et tablettes. Le géant des réseaux sociaux a partagé des données personnelles de possesseurs de ces appareils avec une soixantaine de fabricants, affirmait le New York Times dimanche 3 juin. Des révélations contestées par Facebook qui pourraient entraîner des sanctions de la part de la Federal Trade Commission FTC, le gendarme américain du commerce. Addition salée, et c'est là que le bas blesse. Autoriser des partenaires de Facebook à avoir accès aux informations d'amis d'un utilisateur est ce qui a permis à Alexandre Kogan d'obtenir pour Cambridge Analytica les données sur 87 millions de profils Facebook à partir d'un quiz rempli par seulement 270 000 personnes. Souligne sur Twitter Sandy Parakilas, responsable des questions de protection des données chez Facebook, devenu critique de son ancien employeur qui l'a quitté en 2012. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui se remet à peine de sa tournée d'excuses publiques devant le Congrès américain et le Parlement européen, n'a pas dû apprécier l'allusion. Et pour finir, direction Paris. Un dinosaure dans une salle de vente, c'est l'image insolite qu'ont pu admirer les visiteurs de la tour Eiffel ce week-end à Paris. Le squelette d'un théropode carnivore âgé de 150 millions d'années, espèce qu'on ne connaissait peut-être pas avant cette découverte, a été vendu pour environ 2 millions d'euros aux enchères lundi 4 juin 2018 dans les salons privés de la Dame de Fer. C'est un squelette de rouille et d'os et il va faire le bonheur d'un acquéreur qui s'est manifesté par téléphone. Dans la salle, après la vente, un acheteur suédois déçu faisait grise mine. Il a manqué la mise pour 10 000 euros. C'est une pièce unique, dit-il. Radio France Internationale lui a demandé ce qu'il aurait fait d'un dinosaure. Je l'aurais probablement exposé, mais bon, je n'ai pas pu l'acheter. L'acheteur de ce théropode est un particulier français qui collectionne plutôt des œuvres d'art contemporain et qui vient d'acquérir son premier dinosaure. Le spécimen restera donc en France, relate le commissaire-priseur de cette vente. Une vente qui a surtout attiré des journalistes parmi quelques curieux, comme ce couple d'Américains venus de Floride. Je n'aurais jamais pensé voir une telle chose à la tour Eiffel, confie Monsieur. On aurait bien aimé l'acheter, mais il nous aurait fallu une maison beaucoup plus grande, ajoute Madame. Fin de cette revue de l'actualité en ligne. Amis téléspectateurs, Assiom Gaba, bonsoir. Oui, merci beaucoup Marcel Arossi pour la présentation de l'ActuWeb. Alors, le service montage de BB24, quant à lui, nous propose la météo comme pas de sortie de ce grand rendez-vous.
Le grand rendez-vous, le deuxième numéro de cette semaine a eu lieu et vous y étiez. Merci beaucoup à vous tous. Retrouvez le troisième grand rendez-vous demain, 19h00. Bonne soirée.